Revenons. Partager, partager. Non, c'est pas de déconnecter. C'est bon. Est-ce que vous voyez là? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. C'est bon. Le diapo, est-ce que vous le voyez? La diapo, est-ce que vous la voyez? Oui ou non? Oui, très bien. On continue alors. On a parlé de ces segments corporels, de ces angles de confort. On continue. Là, c'est de posture adaptée, éléments, qualité des muscles. Donc, là, c'est pour vous parler un petit peu euh, de confort, hein, c'est-à-dire la notion de confort. Ça veut dire cette notion de confort, c'est facteur temps, c'est par rapport au poste de travail. Il faut toujours rechercher cette notion de contrainte, c'est-à-dire la posture, qui est une posture adaptée dans le poste de travail. La posture de travail, elle doit être adaptée parce que là, on va solliciter un groupe musculaire qu'il faut faire cette coordination entre ces différents groupes musculaires pour avoir pour réaliser des gestes avec qui a un coût cardio-respiratoire. On a cité là l'exemple de Plâtrier qui travaille dans ses bras pendants, c'est dans l'air. Là, on peut citer n'importe quel métier. On va solliciter la force musculaire au dépend de son poste de travail. C'est-à-dire qu'il doit exercer une posture qui est plus ou moins confortable avec le port de charge. Donc, vous voyez qu'elle consomme qu'elle a un coût. Ce coût, il dépend de notre respiration et de notre fréquence cardiaque. On continue. Pour avoir toujours cette posture, on a plusieurs facteurs qui interagissent. C'est l'état de santé, c'est la taille de la personne qui est en train de travailler au poste de travail, la fatigue, l'âge, l'expérience. L'expérience, elle joue un rôle très important parce que si je vais prendre un plâtrier qui a de l'expérience de comment racler ce plâtre dans un plafond. C'est pas comme un apprenti qui vient d'apprendre ce métier-là. L'autre, il va le faire dans moins d'un quart d'heure, l'autre, il va le faire dans une journée. Est-ce que c'est compris? Donc, vous voyez que l'expérience joue un rôle très important. Vous voyez, mais tout ça, même si j'ai de l'expérience, si j'ai tous ces paramètres-là, mais elle a toujours un coût sur notre organisme parce qu'on va ce qu'on appelle l'hypersollicitation de notre articulation qui va faire en sorte d'avoir au court terme, c'est les fourmillements, les crampes, ça, c'est une symptomatologie qui peut arriver puisque c'est du fait des compressions de nos nerfs, de nos nerfs, mais au long terme, on va avoir les autres pathologies, les lombalgies, les arthroses, tout ce que vous voyez. Donc, il faut, pour parler du geste, il faut apprendre son mécanisme. Pour faire réaliser un geste, il faut solliciter nos muscles. Et les muscles, il y en a deux types. Ceux qui sont agonistes, il y en a ceux qui sont antagonistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, oui. Donc, les gestes muscles agonistes, c'est quoi? Ce sont eux qui démarrent, qui vont démarrer cette action, donc pour s'opposer à ce qu'on appelle les résistances naturelles de ce qui nous entoure. Oui. Et deuxièmement, c'est les muscles antagonistes. Ce sont eux qui peuvent nous freiner lors de la réalisation de notre tâche ou de notre muscle. Ça va donner le temps de récupération du muscle. C'est pour ça qu'il faut avoir toujours ce temps de repos pour booster ce muscle-là avec de l'énergie pour continuer, pour la possibilité de continuer son travail. Et on a les muscles fixateurs. Ces muscles fixateurs, ce sont eux qui vont fixer cette articulation, pour donner ce mouvement, soit c'est un mouvement de rotation, si on va prendre l'exemple de l'épaule, on peut faire ce mouvement de rotation sans avoir un déséquilibre. Pourquoi? Parce que nous avons des muscles fixateurs qui sont les muscles, les grands dorsales, tous les muscles qui sont insérés entre la colonne vertébrale. Nous avons les muscles posturaux. La même chose, c'est ça, c'est qui vont
assurer cet équilibre lors de l'exécution de ces mouvements-là, on continue dans la réalité des postes de travail. Si on va analyser ce poste de travail, nous avons deux types de tâches. Nous avons une tâche qu'on appelle une tâche prescrite. Qu'est-ce que ça veut dire cette tâche prescrite? C'est l'employeur qui nous a donné cette tâche. Donc, je suis payé pour enseigner, c'est-à-dire je vais normalement enseigner, c'est quoi? C'est uniquement parler, rester debout, parler. Mais par contre, dans la tâche réelle, j'ai plusieurs autres fonctions qui vont être associées pour que je puisse réaliser cette tâche prescrite. Je vais me déplacer, je vais prendre un stylo, je vais écrire, je vais me retourner, je vais me déplacer dans la salle, je vais toucher, mobiliser quelques segments. Donc tout ça, c'est pas la tâche prescrite. Donc il y a une différence entre le prescrit et le réel. Donc dans l'analyse de dans nos gestes et postures. On continue. Le respect, comment faire la manutention manuelle. Donc, nous avons cinq grands principes pour la réalisation de ces, euh, pour la réalisation de cette manutention manuelle. Premièrement, le premier principe, c'est au niveau de la charge, il faut se rapprocher le plus possible de la charge. On ne peut pas se soulever un poids. Ça, c'est, on donne l'exemple d'une grue. De grue, si le port, le bout qui va porter la charge, c'est qui va porter le poids, c'est à l'extrémité totale de la grue. Qu'est-ce qu'il y aura? De la flèche. Donc, on aura une cassure carrément de la grue. C'est le même principe que chez l'être humain. On ne peut pas se pencher pour prendre une charge très lourde. Il faut se rapprocher le plus pour qu'on puisse porter une charge lourde. Ça, c'est naturel. Mais le deuxième principe, il faut rechercher l'équilibre au moment de l'effort. Qu'est-ce que ça veut dire cet équilibre? Là, on voit juste ces deux bonhommes. Celui-là, à gauche, il est en équilibre. Pourquoi? C'est à partir de ce qu'on appelle ce polygone de sustentation, puisque là, il a les deux jambes qui sont écartées. Par contre, s'il va il va se tenir sur une seule jambe, là, il va être déséquilibré. C'est pour ça, pour porter une charge, il faut toujours rester en équilibre. Ça, c'est le deuxième principe. Notre troisième principe, c'est quoi? C'est fixer la colonne vertébrale au moment de soulever les charges. Ça, c'est un don du Dieu, heureusement, que pour fixer notre colonne vertébrale, nous avons des muscles posturaux qu'on a parlé tout à l'heure. Si on va donner l'exemple de ce voilier, le voilier, vous voyez qu'il a deux voiles. S'il a, par exemple, une seule voile, qu'est-ce qu'il aura? Est-ce qu'il peut maintenir en équilibre? Non. Soit il va se renverser ou s'éclater carrément. C'est le même principe que l'être humain. Nous avons ces muscles-là et cette cage thoracique et tous ces muscles, c'est un don de Dieu qui nous a créés comme ça. On a une distribution de ces charges musculaires donc qui vont se répartir tout au long de nos muscles posturaux pour maintenir cet équilibre. Notre quatrième principe, c'est utiliser les grands muscles. Nos grands muscles, c'est quoi? C'est surtout les muscles de la jambe. La jambe, elle doit être fléchie pour porter des charges. Donc, si je vais faire un petit résumé, je dois me rapprocher le plus de mon poids. Ça, c'est le poids. Donc, je vais me rapprocher le plus. Je vais me fléchir avec mes jambes pour porter. Je ne vais pas me courber le dos pour porter la charge. On a vu tout au début de notre séance cette photo où je vais la faire revenir, malgré que c'est tout au début, mais elle est très explicative. Ce bonhomme-là, qui a une attitude normale de son muscle qui est à 50 degrés, mais là, s'il va solliciter son dos le maximum, c'est-à-dire qu'il aura une sollicitation des tendons de ses muscles. Donc, il aura probablement de plus un problème de santé. Il aura des lumbago, des problèmes de santé, type d'hernie discale, tout ce que vous voulez. Mais c'est pour ça, pour porter une charge lourde, il faut se rapprocher le plus de notre poids. Deuxièmement, de se pencher, il ne faut pas se pencher en avant, il faut fléchir nos jambes pour soulever avec le grand muscle et deuxièmement, maintenir cet équilibre de sustentation, c'est-à-dire que je dois maintenir mes deux jambes écartées et sur un plan plat. On continue. Notre cinquième principe, c'est travailler en traction simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette traction simple, c'est l'inverse de pousser, c'est tirer.
Donc, notre principe, c'est pas de tirer, pousser, parce que là, je vais solliciter plus mes muscles, mais par contre, si je vais tirer vers moi, ça va être plus facile. Le reste, je vous laisse le lire à l'aise. Si vous n'avez pas de questions, je vous remercie de votre attention malgré ces malheurs de déconnexion. Je veux voir m'inonder avec des noms, on n'a pas compris, ou le contraire m'inonder avec des petits oui. On a tout compris. S'il y a des questions, il faut profiter. C'est clair, merci beaucoup. Les angles de confort, s'il vous plaît. Oui, on va revenir sur ces angles de confort. Ces angles de confort, on a dit que notre... très bien. J'ai une petite question qui est les angles de confort. Angles de confort, je vais revenir vers les angles que je vous ai déjà montrés. Hein, tac, 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 tac. On va citer l'exemple de A1. A1, c'est de 10 à 20 degrés. Vous voyez, le A1, c'est quoi? Ça, c'est un schéma représentatif d'un chauffeur de taxi. Là, c'est sa tête qui n'est pas dessinée. Par contre, ça, c'est son segment corporel entre le E et le C, et le C et le M1. Entre le E et le C, c'est quoi? C'est le bras. Et là, c'est son avant-bras entre le C et le M. Vous voyez ça, c'est-à-dire c'est le muscle, le E, c'est l'épaule. Donc, c'est pour son déplacement, il est assis sur une chaise. Et là, nous avons un angle qui va, si je vais prendre cet angle-là, c'est le A5. Le A5, il varie de combien? A5, c'est de 0 jusqu'à 35 degrés. Donc, si ce monsieur-là, il va et c'est un chauffeur de taxi, s'il va travailler au-delà de ces 35 degrés, donc il va solliciter plus son articulation. Et là, on va parler de l'angle de confort qui n'est pas, c'est un angle qui n'est pas confortable. Donc, il a dépassé son angle de confort. Est-ce que c'est compris? Quel est notre rôle en tant que médecin généraliste devant un patient avec une pathologie d'hypersollicitation? C'est une question très pertinente. Malheureusement, en tant que médecin généraliste, hein, je suis formé en tant que médecin généraliste et maintenant, actuellement, on est en train de vous enseigner pour la médecine générale. C'est pas de la spécialité, mais quand même. Premièrement, c'est savoir traiter, savoir orienter. Donc, vous avez fait la traumato, l'orthopédie, la rhumato, donc tout ça, on va calculer. Donc, vous pouvez prendre en charge toute pathologie d'hypersollicitation sur le terme clinique, je dis bien sur le terme clinique. Par contre, dans la médecine générale, sur le plan de médecine de travail, parce que vous pouvez être affecté en tant que médecin généraliste, travailler sur une base de vie, vous occuper d'une centaine de personnes, donc vous pouvez avoir sous votre coupe plusieurs travailleurs. Donc, si j'ai des travailleurs qui ont cette hypersollicitation, donc je dois faire des études de poste. Ce qu'on a fait, que je vous ai décrit brièvement, c'est je vais faire rechercher, donc voir les tâches prescrites et les tâches réelles qui sont demandées par l'employeur, et je vais comparer avec ces angles de confort, c'est-à-dire est-ce que nos travailleurs respectent ces angles-là? Est-ce qu'il n'y a pas une pathologie d'hypersollicitation secondaire à une mauvaise posture dans le milieu de travail? Tout ça, c'est le rôle du médecin, surtout le médecin qui est médecin du travail ou médecin faisant fonction de médecin de travail, à la recherche. C'est notre rôle. On a dit dans l'introduction de la médecine du travail, c'est un rôle essentiellement préventif. Donc, on va prévenir nos travailleurs de cette pathologie d'hypersollicitation à la recherche toujours d'une posture plus confortable avec des outils plus adaptés pour empêcher l'apparition de ces pathologies-là. Ça, je vous ai répondu de façon. Je vous laisse le professeur Garoui, au moins il va vous expliquer plus que moi, hein. Oui, bonjour. Deux réponses importantes. La première, quel est mon rôle en tant que médecin généraliste? Mon rôle en tant que médecin généraliste est d'identifier, comme a dit donc le docteur Jabal Khazan, de prendre en charge et surtout de déclarer les pathologies en relation avec le poste de travail pour essayer d'enrichir la législation au travail.
La deuxième question qui est très importante, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'angle de confort? Qu'est-ce que c'est qu'un angle d'abord? C'est deux côtés et un sommet. Nous prenons le cas de l'angle A1. L'angle A1 est formé par un côté qui est le segment corporel E, épaule, H, hanche, et le deuxième côté c'est épaule, sol. C'est une verticale que je tire à partir d'un point qui est l'épaule. Je définis un angle A1 qui varie de 10 à 20 degrés. Ça veut dire que c'est un angle qui peut passer à 11, à 12, à 13, 14, 15, jusqu'à 20 degrés. Sous les 10 degrés, je suis en dehors de ma zone de confort. Au-delà des 20 degrés, je suis au-delà de ma zone de confort et donc je vais occasionner de la pathologie d'hypersollicitation musculo-tendineuse. Merci. J'espère que c'était clair. S'il y a d'autres questions, on est à votre disposition. Si c'est clair, je veux être inondé par des petits oui, sinon des petits non. Est-ce que c'est bon? Comment soulager le lombalgie, s'il vous plaît? Oh, ça c'est... Oui, oui, oui. Soulager le lombalgie? Là, c'est tout un autre domaine qu'on va juste vous citer. C'est premièrement, je vais citer quelques points. Si on est dans un milieu de professionnel, puisque sinon, ça va rester dans le cadre de traitement thérapeutique, c'est des antalgiques, c'est des anti-inflammatoires, ça c'est un traitement symptomatique. Mais si on va parler sur le cadre de la profession, c'est-à-dire je suis médecin du travail, j'ai des travailleurs qui ont cette lombalgie. Nous avons deux grandes écoles. On a cette école, une ancienne école qu'on appelle l'école du dos. Cette école, c'est des groupes de rencontres qui vont réunir des personnes qui présentent de ces lombalgies-là. Ils vont exprimer leur douleur. Et il y a une personne qui va motiver les faire réorienter vers son organisation, c'est-à-dire comment travailler euh, comment les gestes et les postures pour ne pas avoir ces douleurs-là. La même chose, il faut toujours conseiller par les gestes physiques, c'est-à-dire il ne faut pas avoir des efforts, mais par contre une activité physique adaptée pour mieux gérer sa douleur. Comment expliquer le lombalgie en rapport avec un poste de travail dans un bureau, position assis longtemps? Bien sûr, ça c'est. Vous êtes en train de décrire la lombalgie, hein. La lombalgie, elle survient chez les gens qui sont sédentaires, assis longtemps dans une posture mauvaise. Malheureusement, que je ne porte pas avec moi une diapo d'une personne qui est assise sur une chaise. Là, vous allez voir qu'est-ce que dans notre attitude, lorsqu'on est assis dans une chaise, qu'est-ce qu'on va faire? On va se courber le dos. Premièrement, on va être penché en avant. On va avoir cette petite sollicitation de notre rachis cervical. Donc, tous les travailleurs qui sont assis pendant une durée plus de 4 heures de temps, ils souffrent des douleurs au niveau du rachis cervical. À long terme, on va trouver des arthroses. Et ces douleurs-là qui vont irradier tout au long du membre supérieur, c'est typique, hein. En plus de ça, c'est du fait de la position penchée en avant, puisque si je travaille devant un écran, généralement, on a cette tendance de se pencher en avant pour bien fixer, bien regarder. Deuxièmement, c'est la posture même de la chaise. Il faut parler un petit peu de l'ergonomie. On a dit que l'ergonomie du poste de travail, c'est les chaises, même nous, en poste de travail, si maintenant vous êtes assis sur une chaise, pour parler d'une chaise qui est confortable, il faut qu'elle porte 5 roues, mais par contre, nous, on est toujours assis sur une chaise à 4 roues. Vous voyez que tout ça, ça va rentrer dans le cadre de l'aggravation et l'apparition de cette pathologie. Les points essentiels, presque, qu'est-ce que je veux dire, je laisse ça pour le professeur Guerri, c'est lui le maître du cours. Moi, il m'a donné cet honneur de présenter juste à côté de lui. Là, je vais la mentionner dans mon journal intime parce qu'il m'a offert cette possibilité de présenter son cours. Mais là, je vous laisse le professeur Guerri qui va vous dire les points essentiels dans ce cours-là. Rebonjour. Souvenons-nous donc de la formule que nous a donnée le docteur Khazan. La contrainte est égale à la force exercée ou à la contre-force subie multipliée par la posture
en termes de temps, multiplié par la durée. Si la contrainte augmente, ça veut dire que l'un ou les trois éléments qui forment l'équation ont augmenté. Si la contrainte diminue, ça veut dire que l'un ou l'ensemble des trois éléments ont diminué. En général, quand on travaille 8 heures par jour, la contrainte ne fait qu'augmenter. Si elle augmente, ça veut dire que la posture est devenue inconfortable. La posture devient inconfortable quand soit mes muscles sont fatigués, soit la position que j'ai adoptée n'est pas conforme, soit que la durée commence à devenir longue. Voilà, un premier élément. Le deuxième élément très important, tel que ça a été résumé par notre ami Jabr Khazan, souvenons-nous que en santé au travail, le module de médecine du travail, on interroge quelque chose qui s'appelle le poste de travail. Nous, on préfère parler de situation de travail. Dans la situation de travail, il y a des composantes. Il y a 5 composantes. Il y a une machine que l'homme va utiliser. Il y a un outil qu'il va utiliser. La différence entre la machine et l'outil, c'est tout ce qui prolonge la main, alors que la machine est un peu plus complexe. Elle a des organes de commande, elle a des transformations intermédiaires et elle a des organes effecteurs. Donc, on a une machine que l'homme va utiliser, un outil que l'homme va utiliser, une organisation de travail dans laquelle il se retrouve, un environnement de travail dans lequel il se retrouve, et bien sûr les hommes eux-mêmes, le collectif des hommes qui sont au travail. Où nous allons retrouver quelque chose qu'on vous a identifié depuis maintenant le début du module, ce qu'on appelle les facteurs de risque et les risques professionnels. On va les trouver au niveau de chacune de ces composantes quand elle va avoir des interfaces avec l'homme au travail. Une des composantes importantes que nous interrogeons souvent, c'est l'environnement de travail. Dans cet environnement de travail, nous retrouvons les risques professionnels. Ces risques sont de plusieurs familles, comme vous l'appelez. Vous avez des risques biologiques, on vous a donné des exemples. Vous avez des risques physiques, on vous a donné des exemples. Vous avez des risques chimiques, on vous a donné des exemples. Vous avez des risques dits ergonomiques, et c'est l'exemple que vient de nous donner, et qu'il en soit remercié, notre ami Jabr Khazan, à travers donc les gestes et les postures au travail. Si vous avez d'autres questions, je vous en prie, essayez de nous les faire parvenir. Ouais. Merci. S'il n'y a pas de questions, est-ce qu'il n'y a pas de questions? Parce que c'est bon, je crois que c'est le temps. Oui. Merci, merci à vous. Merci, merci, merci. Allez, merci. Je vous dis à la prochaine et au revoir. Ouais.